Né d'un œuf éclos dans le néant, Arceus aurait, après sa naissance, créé le monde, ainsi que les trois esprits et le trio de la création. Assimilé à une forme de dieu Pokémon, il serait le plus ancien de tous les Pokémon. Pouvant faire apparaître la vie à partir de rien, il peut produire des œufs des membres du trio de la création, afin de constamment préserver l'équilibre du monde. Méga évolution, primo-résurgence, capacité Z, Dynamax, ces nouvelles formes d'évolution ont de nombreux points communs. Et si tout était lié depuis le début? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Poké Théorie, et je tiens à vous prévenir tout de suite, la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui va loin. Vraiment très loin. Et vous allez voir que mes idées que je vous ai partagées ces dernières années au cours de mes épisodes vont encore plus renforcer notre théorie du jour. De la première à la dernière gène, de Kanto à Galar, tout est lié. Dans la précédente vidéo, je liais AZ à Unis. J'expliquais les raisons qui me faisaient penser que ce dernier était en réalité le grand frère du roi Harmonia, qui a autrefois régné sur la région d'Unis. Pour plus d'infos, je vous renvoie vers cette vidéo qui vous explique plus en détail le fond de mes pensées. Des documents dans les labos de Lysandre nous apprennent que la science profonde et avancée d'AZ lui a permis d'unifier Kalos pour la toute première fois. Nous avons donc affaire à une personne en avance sur son époque. Réaliser une machine capable de tuer ou de redonner la vie le prouve. Mais comment a-t-il pu construire une telle arme? Comment savait-il que l'énergie vitale pouvait redonner vie à un Pokémon? Il paraît que quelque part existe un livre qui explique comment ramener un Pokémon à la vie. AZ en est-il l'auteur? Et dans ce cas-là, d'où tirait-il toutes ces connaissances? Retournons dans les ruines des abysses. Ici, d'anciens objets peuvent être ramassés. Oublions les reliques telles que les vieux sous ou les vieux vases et intéressons-nous aux 14 plaques trouvables dans ce lieu. Il en existe 17 différentes de chaque type. Tenues par un Pokémon, ces plaques ont pour effet d'augmenter la puissance des attaques du type lui étant associée de 20%. Mais pour Arceus, elles lui permettent de changer son type et sa forme. Dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, au fur et à mesure que le joueur trouve des plaques, il obtient accès à des inscriptions. Entre autres, quand l'univers fut créé, ces fragments formèrent cette plaque. Cette plaque contient le pouvoir des géants vaincus. Les pouvoirs des plaques sont partagés entre les Pokémon. Le porteur légitime d'une plaque peut en maîtriser le pouvoir. Ces anciens objets semblent très importants. Dans les souterrains de Sinnoh, des tessons rouges, jaunes, verts et bleus peuvent être découverts. Ces objets sont décrits comme des outils anciens qui ont beaucoup été utilisés. À force de les utiliser, ces derniers ont commencé à se dégrader, ne laissant ainsi que cette petite pierre nommée tesson. Ces 4 tessons sont en tout point identiques aux plaques Hydro, Herbe, Flamme et Volt. Il est donc très probable que ces tessons étaient autrefois des plaques destinées aux dieux des Pokémon. Tenues par un Pokémon, ces plaques améliorent une capacité qui lui est associée de 20%. Il n'est donc pas étonnant que certains dresseurs aient décidé de les surutiliser par le passé afin de rendre leurs Pokémon plus forts. Mais alors, que viennent faire des objets liés à Arceus et à la mythologie de Sinnoh dans les ruines des abysses? Cet endroit a-t-il un lien avec le dieu des Pokémon? Dans ce lieu repose le roi Harmonia, l'ancien souverain d'Unis, et il nous est possible de trouver ici même des plaques qui auraient un lien direct avec Arceus. Le roi s'intéressait-il à la mythologie de Sinnoh? On avait vu précédemment qu'AZ et Harmonia étaient tous deux liés, et les documents dans les labos de Lysandre nous ont appris que l'ancien roi de Kalos a apporté à cette région une nouvelle technologie. Le roi avait rendu Kalos prospère grâce aux sciences et techniques, mais il ne put empêcher qu'elle cause sa perte. AZ était en avance sur son temps et ses connaissances dépassaient de loin celles des autres. La construction de sa machine le prouve. Cette dernière fonctionnait exclusivement grâce à l'énergie vitale qu'elle avait aspirée à de nombreux Pokémon aux alentours. Puisqu'Harmonia a été enterré avec 14 plaques, on peut supposer que son grand frère, AZ, en détenait lui aussi. Ces anciens outils sont bien mystérieux. Pour améliorer les capacités des Pokémon, une énergie très particulière que nous commençons à connaître doit sûrement en être imprégnée. Ces objets sont sûrement remplis d'énergie vitale. Et à partir de là, vous allez voir et comprendre que l'énergie vitale qui a été introduite dans X et Y est en réalité présente depuis le tout premier jeu Pokémon. Et si AZ s'était servi de ces plaques afin de construire sa machine? Avec autant de plaques là où repose le roi d'Unis, on peut penser que les deux frères avaient sûrement un lien avec Arceus, et ça ne m'étonnerait pas qu'AZ ait appris à manipuler l'énergie des Pokémon grâce à ces plaques. Ces dernières proviennent du dieu des Pokémon lui-même, donc on peut penser qu'AZ a littéralement appris à contrôler l'énergie d'Arceus par le biais de ces mystérieux objets. Dans les labos Lysandre, une note nous apprend que son jeune frère a justement dit à sa famille que l'arme ultime était un dispositif que seul un dieu ou un démon pourrait utiliser, pas un être humain. Et selon la mythologie de Sinnoh, Arceus est justement considéré comme le dieu des Pokémon. Il aurait, après sa naissance, créé le monde. Donc si on prend en compte que les plaques d'Arceus trouvées dans les ruines des abysses appartenaient au roi d'Unis et qu'AZ a bel et bien un lien avec cette région, ce qui est plus que crédible, on peut penser que les sciences et techniques qu'avait apporté AZ à Kalos pour la rendre prospère étaient une nouvelle source d'énergie. Une énergie provenant du dieu des Pokémon lui-même.
Pour obtenir ces précieuses plaques, les deux frères ont sûrement été en contact avec ce Pokémon de légende. Cela expliquerait comment AZ a pu si facilement comprendre comment utiliser cette énergie, mais aussi comment les deux rois ont mis la main sur le dragon des origines. Ce dragon était une créature très particulière. Il représentait à la fois l'idéal et la réalité. Alors ici, ce dernier avait été envoyé par Arceus lui-même afin de montrer au roi que la cohabitation entre les Pokémon et les humains est essentielle. Mais évidemment, à cause des hommes, les choses ont dérapé. À la fin de la guerre, quand AZ s'est exilé et que le roi Harmonia reconstruisait Unis pierre par pierre, le souverain a décidé d'utiliser une dernière fois la technologie de son frère afin de vider Reshiram et Zekrom de leur énergie vitale pour que ces derniers se plongent dans un sommeil profond. Cet épisode ne fait que commencer et on a déjà lié Unis et Kalos à la région de Sinnoh. Mais c'est loin d'être terminé, tout est lié. De la même façon que pour les plaques, les cristaux Z changent mystérieusement le type d'Arceus. Cette similitude entre ces deux objets me fait penser que les cristaux d'Alola et ces fameuses plaques ont été créés de la même façon. Et en effet, ces objets regorgent d'énergie vitale de Pokémon. On a déjà vu dans une vidéo que les cristaux et les bracelets Z proviennent en réalité de Necrozma, et que ces objets sont imprégnés de son énergie. Mais toute cette force, toute cette puissance provient forcément de quelque part. Méga Évolution, Primo Résurgence, Attaque Z, Dynamax, ces nouvelles évolutions et ces nouvelles attaques utilisent toutes la même source d'énergie pour s'activer. La Méga Évolution fonctionne avec l'énergie vitale des Pokémon morts à cause de l'arme d'AZ. La Primo Résurgence tire, elle, sa puissance de la nature, et c'est d'ailleurs l'énergie la plus propre de toutes. Mais cette dernière a été distribuée par un Pokémon. Puis, les attaques Z proviennent du déclin de Necrozma. Et enfin, le Dynamax tire sa force de l'énergie accumulée par Eternatus lors de la Nuit Noire il y a 3000 ans. Par conséquent, tout fonctionne avec de l'énergie vitale de Pokémon. Cette force qui permet d'insuffler la vie à tous les êtres vivants sur Terre et qui est utilisée comme carburant par certains humains, a été distribuée par celui qui a donné vie à toute chose, Arceus, le dieu des Pokémon. Refusez la sauvagerie, refusez la rudesse. Du conflit naît la tristesse. Mangez, c'est vivre. Soyez heureux de vivre. Il existe des nuances entre bien et mal. Toute chose a sa valeur. Ces phrases, découvertes dans les ruines des abysses, proviennent sûrement du roi Harmonia lui-même. Ce dernier, après la grande guerre d'il y a 3000 ans, avait enfin fini par comprendre que les conflits et l'utilisation de cette fameuse énergie n'engendreraient rien de bon. Malheureusement, aujourd'hui encore, nombreux sont les humains qui profitent de cette puissance afin de s'enrichir. C'est ainsi que la Devon SARL ou la Sylph SARL ont fait fortune. Mais dans l'ombre, une famille originaire de Johto se bat pour protéger cette énergie. Mais qui? En remettant le scanner de Lavandiacy au capitaine Poop, ce dernier nous donne le glas tempête ou le glas transparent selon la version. Il nous apprend ensuite qu'un ancien employé du Lavandiacy, originaire de Johto, lui a donné lorsqu'ils travaillaient ensemble. Ils faisaient partie d'une grande famille de danseurs uniques en leur genre. Ici, Poop fait bel et bien référence aux 5 sœurs Kimono de Rosalia. Chacune d'entre elles possède une des évolutions d'Evoli disponibles à partir de la seconde génération. Cette personne travaillant sur le Lavandiacy était sûrement de la même famille que Léo, le Pokémaniac. En effet, j'ai de nombreuses raisons de penser que Léo et Valériane, la championne de Romans-sous-Bois à Kalos, sont tous deux de la même famille. Même si nous le rencontrons au nord d'Azuria, nous savons que Léo est originaire de la région de Johto. Dans Or, Argent, Cristal, nous pouvons le rencontrer dans le centre Pokémon de Rosalia, ville où résident les sœurs Kimono. Sans parler du fait que Léo nous remet à Doublonville un Evoli. Je crois qu'on peut donc facilement affirmer qu'il fait bel et bien partie de la famille des sœurs Kimono. Pour Valériane, cette dernière possède elle aussi une évolution d'Evoli, et son sobriquet est la nymphe venue d'un pays chargé d'histoire. Référence directe à la ville de Rosalia où un panneau d'information décrit cet endroit comme une ville bien historique où le passé et le présent se rencontrent. Ou encore une ville chargée d'histoire. On peut donc facilement affirmer que Léo, Valériane et les sœurs Kimono sont bel et bien de la même famille. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que cet élément sera très important pour la suite de cette théorie. Dans Heart Gold et Soul Silver, il faudra impérativement battre les sœurs Kimono pour pouvoir rencontrer Ho-Oh ou Lugia selon la version. On peut donc qualifier les danseuses Kimono de gardiennes, et c'est peu dire. Leur famille vénère de génération en génération le tout-puissant Ho-Oh, car ce dernier a un pouvoir hors du commun. En effet, certains habitants de Rosalia ont été témoins de l'incendie qui a ravagé la tour cendrée, anciennement appelée la tour de cuivre. Cependant, cet événement s'est déroulé il y a 150 ans. Alors comment se fait-il que certaines personnes vivent aussi longtemps dans cette ville? Les légendes de Johto racontent que lors de l'incendie de la tour de cuivre, 3 Pokémon ont perdu la vie. Logia s'est enfui vers les tourbilles, mais Ho-Oh a pris la décision de ramener les 3 créatures à la vie. Ces dernières se nomment Entei, Reiku et Suicune, et sont devenues incroyablement puissantes lorsque Ho-Oh les a ressuscitées.
En ramenant d'entre les morts les 3 Pokémon, Ho-Oh a également envoyé une mystérieuse énergie un peu partout à Rosalia, et les habitants de cette ville qui y ont été exposés ont ainsi pu vivre jusqu'à au moins 150 ans. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit dans ce monde. Si AZ a pu vivre plus de 3000 ans, c'est parce qu'il a lui aussi été exposé à cette mystérieuse force. On peut donc en déduire que Ho-Oh a ramené à la vie les 3 Pokémon en leur insufflant de l'énergie vitale. Ho-Oh serait donc capable de manipuler et de distribuer de l'énergie vitale. Mais d'où peut-il tirer une telle puissance? Pouvoir ramener à la vie des Pokémon et allonger la durée de vie de quelqu'un. Voilà quelque chose qui n'est pas commun et qui peut s'apparenter à une puissance divine. Ho-Oh aurait-il un lien avec Arceus? Poursuivons notre enquête en nous rendant dans les ruines d'Alpha. Là-bas se trouve un puzzle représentant Ho-Oh et une salle secrète est disponible si nous le mettons en première place dans notre équipe dans Pokémon Crystal. Alors est-il lié de près ou de loin à cet endroit et aux Arbis qui y vivent? Étrangement, si le joueur visite ces ruines avec Arceus, ce dernier nous téléporte dans les ruines de Sinnoh. Dans ces ruines, Arceus va littéralement créer un œuf d'un des 3 Pokémon légendaires de Sinnoh. Les Arbis semblent avoir un rôle très important dans la création de cet œuf. En revenant aux ruines d'Alpha, le responsable du site nous expliquera que la puissance d'Arceus s'est combinée à celle des Arbis pour nous téléporter dans les ruines de Sinnoh. Mais alors pourquoi Ho-Oh est-il représenté? Nous avons vu plus tôt qu'Arceus et les Arbis se sont alliés pour créer la vie. Alors Ho-Oh et les Arbis auraient-ils eux aussi été en contact à une certaine époque? Les Arbis sont-ils à l'origine du pouvoir que possède Ho-Oh? Étrangement, dans l'opening de Pokémon Crystal, Suicune, l'un des Pokémon ramenés d'entre les morts, apparaît en compagnie de nombreux Arbis. Est-ce là encore la preuve que Suicune tire son énergie de celle des Arbis et de Ho-Oh? Voilà qui explique ce que faisait un membre de la famille de Léo sur le Lavandiacie. Il ne travaillait pas là-bas par hasard, il surveillait les activités qui s'y déroulaient, car il était au courant que les gens dessus étudiaient l'énergie vitale. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le Lavandiacie où j'explique ce qui s'est passé, je vous la conseille, elle sera disponible dans la description. Dans cette vidéo, on a appris que le Lavandiacie n'était pas une plateforme comme les autres, car on y étudiait l'énergie vitale des Pokémon. Et cette énergie avait pour but d'alimenter New Lavandia. Pour y parvenir, une clé de voûte contenant un Spiritomb était absolument nécessaire afin d'utiliser les 108 âmes piégées à l'intérieur de son corps comme carburant. Le projet a finalement été avorté grâce à la perte de la clé de voûte. Les méthodes des humains pour obtenir de l'énergie infinie sont dangereuses, voire mortelles pour les Pokémon, mais peu de personnes semblent s'en soucier. Protéger les Pokémon des humains qui les utilisent pour obtenir leur énergie. Voilà l'objectif de la famille de Léo. Voilà pourquoi ce dernier est à l'origine du système de stockage Pokémon. Il est le gardien de cette énergie que des entreprises comme Devon ou la Sylph SARL utilisent en masse pour produire des Pokéballs et plein d'autres objets high-tech. Dans une vidéo, nous avions parlé de Devon et de Monsieur Rochard, et nous avions découvert que cette entreprise avait fait fortune en utilisant la même énergie abominable qu'AZ. Mais Devon n'est pas la seule à profiter de la force des Pokémon pour se faire de l'argent. L'énergie infinie existe même à Kanto et la Sylph SARL sait très bien comment l'exploiter. Cette entreprise est mondialement connue pour avoir conçu des objets tels que les capsules techniques, le Scope Sylph ou même la Master Ball. Car oui, la plupart des balls que nous utilisons pour capturer des Pokémon fonctionnent grâce à de l'énergie infinie. Les Pokéballs proviennent en réalité de Johto. Il s'agit de noix grumes coupées en morceaux puis équipées d'un dispositif spécial pour attraper des Pokémon sauvages. De base, les balls étaient plus respectueuses envers les Pokémon et exclusivement réalisées par la famille de Fargas. Fargas, c'est cet homme âgé qui vit à Ecorcia et qui fabrique des Pokéballs avec des propriétés particulières si on lui apporte des noix grumes. Ainsi, grâce au savoir-faire de sa famille, il nous est possible d'obtenir ces 7 balls différentes, toutes réalisées à partir de noix grumes. Malheureusement, même si ces balls sont réalisées de manière artisanale, celles-ci fonctionnent sûrement avec de l'énergie infinie. Dans ce monde, le marché des Pokéballs est pourri. On peut facilement supposer que Fargas a transmis son savoir-faire et ses connaissances sur la réalisation des balls à Devon ou à la Sylph SARL. Voilà comment ces entreprises ont commencé à créer des Pokéballs en masse et à manipuler de l'énergie vitale. Nous savons grâce à Watson, le champion des Pokémon Dragon d'Unis, que les balls ont été inventés récemment. Lorsque je n'étais qu'un bambin, les Pokéballs n'existaient pas encore. Les Pokémon maltraités par leurs dresseurs ou qui ne se faisaient pas leur maître s'enfuyaient du jour au lendemain. Les balls existaient, mais ils n'en avaient pas encore connaissance car ces dernières étaient seulement fabriquées à Johto par la famille de Fargas. La création et l'arrivée de toutes ces Pokéballs partout dans le monde a posé et pose aujourd'hui encore de nombreux problèmes. Les Pokémon maltraités par leurs dresseurs ou qui ne se faisaient pas à leur maître s'enfuyaient du jour au lendemain. Aujourd'hui, les Pokémon ne peuvent plus vraiment faire ça. S'ils tombent sur des dresseurs mal intentionnés, les Pokéballs empêcheront les Pokémon de s'échapper.
Mais il y a un autre problème. Depuis que la Sylph SARL, Devon et l'usine de Pokéball à Kalos fabriquent en masse des balls, des organisations criminelles visent ces endroits afin de contrôler le marché des Pokéballs et de manipuler à leur tour l'énergie infinie. C'est d'ailleurs après la prise d'otage de l'usine de Pokéball à Kalos que Lysandre a finalement pu réveiller l'arme suprême d'AZ. Pas étonnant puisque l'usine utilise elle aussi de l'énergie vitale pour fabriquer ses Pokéballs. Alors, après avoir découvert comment fonctionnait cette énergie dans l'usine, Lysandre a demandé à son organisation d'attacher des Pokémon aux pierres de la route 10 pour extraire leur énergie vitale et mettre en marche la machine. Si Léo est à l'origine du système de stockage Pokémon, et si la limite des 6 créatures dans notre équipe a été créée, c'est pour protéger les Pokémon des personnes malfaisantes et empêcher les débordements. L'énergie infinie provient d'Arceus et des Arbis. Ensemble, ces derniers sont capables de donner la vie. Les plaques du dieu des Pokémon ont été utilisées à des fins abominables, et les pertes ont été nombreuses. Mais le roi Harmonia a finalement compris combien il était important de respecter la nature et les Pokémon. Et avec toutes ces plaques, là où repose l'ancien roi, on peut supposer que l'utilisation de cette mystérieuse énergie, dorénavant interdite, est tombé dans l'oubli. Mais lorsque Ho-Oh a décidé d'intervenir lors de l'incendie de la tour cuivrée, les humains qui ont assisté à la résurrection de 3 Pokémon ont commencé à se poser des questions. Certains se sont alors intéressés à la mystérieuse énergie infinie. Gigamax, Capacité Z, Méga Évolution, toutes ces énergies proviennent de la force vitale des Pokémon distribuée par Arceus et les Arbis. Le phénomène Dynamax n'est apparu à Galar qu'après le cataclysme qui a frappé la région il y a 3000 ans. Pendant la Nuit Noire, lorsqu'Eternatus a été vaincu par Zacian et Zamazenta, après avoir accumulé une quantité folle de puissance, ce dernier a relâché toute la force qu'il avait emmagasinée et son énergie vitale s'est retrouvée dispersée aux 4 coins de Galar. Les arènes de cette région ont simplement été construites là où l'énergie d'Eternatus est la plus présente. Donc lorsqu'un Pokémon utilise le Dynamax ou le Gigamax, il utilise la puissance d'Eternatus qui se trouve juste sous ses pattes. Dans les jeux, Sherose cherche à utiliser Eternatus pour déclencher une nuit noire contrôlée au-dessus du stade de Kickenham. Tout ça dans le but d'anticiper une pénurie d'énergie censée se produire d'ici 1000 ans. On peut donc en déduire que l'énergie qui fournit toute la région de Galar provient en réalité de la force vitale d'Eternatus.